Bon, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement organisé par EUCOP et France Biotech sur l'avenir des maladies rares en Europe. Je m'appelle Vittoria Carraro et je suis associée directeur chez EUCOP. Quelques mots brièvement sur notre association. EUCOP représente les petites et moyennes entreprises développant des produits de santé et nos membres sont particulièrement engagés sur les maladies rares. Donc, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui avec notre cohorte France Biotech et un panel d'experts pour parler d'un sujet très important pour nous et dans lequel la France a toujours joué un rôle clé, que c'est la législation européenne sur les maladies rares. La législation sur les médicaments pour les maladies rares ou orphelins est actuellement en cours de révision. Et cette législation a été adoptée il y a 20 ans et a vraiment modifié les paysages industriels et a contribué à l'approbation des 190 médicaments orphelins où il n'y avait que 8 auparavant. La Commission européenne maintenant est en train de réviser cette réglementation. Il y a une consultation qui est toujours ouverte et ce sera très important pour les patients, l'économie, la société en France et bien sûr en toute Europe. Il est donc urgent de sensibiliser, selon nous, et mobiliser les acteurs influents sur l'impact potentiel de la révision et afin de trouver aussi, d'écouter aussi la perspective française et qu'elle soit prise en compte. En plus, la France va avoir la présidence de l'Union européenne quand ce règlement va être discuté au sein du Conseil de l'Union européenne dans 2022. Donc, c'est pour cette raison qu'on est vraiment heureuse d'être ici avec ce panel d'experts, avec ce public varié et on s'attend à une discussion très intéressante sur les opportunités et les enjeux de la révision de ce règlement. Je laisse la parole à notre cohorte, le président de France Biotech, Franck Mouton, que je remercie pour sa présence, bien sûr, et avant d'entrer dans le vif de ce sujet. Un grand merci, merci à vous, merci pour cet accueil chaleureux. Moi, je suis vraiment ravi d'être ici et honoré aussi. OCOP et donc France Biotech est membre de OCOP et on en est vraiment ravis. Je sais qu'un certain nombre de commissions et groupes de travail de France Biotech interagissent beaucoup et bénéficient beaucoup de cette interaction. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. En quelques mots, pour France Biotech donc, est une association qui va avoir 25 ans l'année prochaine, donc qui a été fondée par les pionniers de la biotech en France et qui aujourd'hui anime l'écosystème des entrepreneurs dans le domaine de l'innovation santé, que ce soit le domaine du développement du médicament, des dispositifs médicaux et également de l'e-santé. Et qui donc, à travers ça, a deux missions principales. La première est d'informer nos entrepreneurs, et c'est pour ça que cette relation avec EUCOP est très précieuse. Toute modification de leur environnement en termes de développement, que ce soit réglementaire, administratif, légal, accès marché, et quelle que soit la dimension technologique, que ce soit un médicament, un dispositif médical ou une solution de e-santé. Et également de faire remonter au pouvoir public, et c'est l'occasion aussi aujourd'hui, au niveau national et au niveau européen, toute, en tout cas, mesure qui permettrait d'améliorer le développement de ces innovations sur nos territoires. Donc voilà, donc moi je suis très très heureux. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci à tous les participants. Et voilà, donc je remercie aussi tous les panélistes qui vont donner beaucoup de richesse à cette discussion. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Antoine Mial. Je vais modérer cet événement et je me permets également de remercier tous nos intervenants aujourd'hui et également tous ceux entre vous tous qui venez nous rejoindre aujourd'hui. Très brièvement, cet événement aujourd'hui, nous avons la confirmation de la participation de nombreuses associations de patients, une vingtaine au total, des représentants de l'industrie, des acteurs aussi de la recherche clinique et des représentants du secteur public français, notamment des représentants de la représentation permanente française auprès de l'Union européenne, donc des personnes qui sont vraiment directement au contact avec les dossiers européens. Comme l'a dit Vittoria, le contexte autour de l'organisation de cet événement, c'est donc la révision du règlement sur les maladies rares. C'est un règlement qui a été adopté en 2001, donc on a fêté les 20 ans du règlement l'année dernière.
Et donc, la Commission européenne, ainsi que l'ont voulu aussi de nombreux États membres, a décidé de revoir le règlement, de le rouvrir afin d'améliorer certains des éléments qui ont permis jusqu'à présent un certain succès de ce règlement, puisque, comme l'expliquait Victoria, beaucoup de nouveaux traitements ont été développés depuis la mise en place de ce règlement. Il y avait très très peu de thérapies avant la mise en place du règlement, et aujourd'hui, il y a eu une forte augmentation. Cela dit, il y a encore des difficultés, des problèmes, et c'est ça dont on aimerait discuter et débattre. Et évidemment, un des enjeux importants pour cette table ronde, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs, toutes les parties prenantes, parce que cette révision, évidemment, elle ne doit pas se faire que dans les cercles spécialisés de Bruxelles. Tout le monde doit vraiment pouvoir y participer, y contribuer. Il y a des phases de consultation qui sont organisées par la Commission européenne, dont une qui est ouverte en ce moment jusqu'au 30 juillet, et tout le monde, tous les acteurs, que l'on soit patient, association de patients, industriels, chercheurs, ou de personnes travaillant dans le secteur public, quel que soit son rôle et sa fonction, tout le monde est invité à répondre et à apporter des éléments de réponse, en tout cas sur les évolutions possibles du règlement orphelin. Donc, c'est un des enjeux que l'on aimerait justement vraiment explorer avec vous. Et pour ceci, nous avons donc ce panel réuni avec moi aujourd'hui. Et très brièvement, je vais introduire chacun d'entre vous. N'hésitez pas, si vous voulez ensuite apporter des compléments lorsque vous interviendrez dans les différentes phases de l'événement. Mais tout d'abord, monsieur le professeur Daniel Sherman, qui est directeur de la Fondation Maladies Rares. Daniel, vous êtes un expert reconnu en maladies rares, sur les maladies rares, sur la thérapie génique. Vous avez notamment gagné de nombreux prix, notamment le Grand Prix de l'Académie des sciences, et vous avez travaillé à l'INSERM dans différents départements. Vous avez aussi été un fondateur d'entreprise, donc c'est intéressant. Vous avez aussi participé à ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire comment on arrive à partir de la recherche fondamentale à ensuite valider, développer des brevets, déposer des brevets qui peuvent ensuite, à terme, amener de nouveaux traitements, de nouvelles thérapies. Donc, vous avez été fondateur notamment d'une société qui s'appelle Shergen et une autre Visiorel, et vous avez déposé plus de 40 brevets. Donc, merci Daniel d'être avec nous. Avant de revenir vers vous, Daniel, je vais introduire les autres participants à cet événement. Daria, qui est adjointe à la direction chez INSERM. Daria, vous jouez un rôle clé, notamment sur les programmes européens autour des maladies rares. L'Union européenne a mis en place de nombreux programmes concernant les maladies rares, parce qu'effectivement, le grand problème des maladies rares, c'est qu'on a tellement peu de patients et tellement peu d'experts sur certaines maladies qu'il faut absolument travailler ensemble à l'échelle européenne pour pouvoir mieux répondre à la fois aux besoins et mieux comprendre aussi les enjeux de recherche. Donc, vous dirigez différents programmes, vous coordonnez certaines actions. Et donc, on est évidemment ravis de vous avoir ici pour avoir avec vous cette dimension un peu plus européenne sur les questions de recherche. Franck, que je ne présente pas, dont vous avez tous entendu l'introduction, qui est donc président de France Biotech. Il a quand même oublié de dire qu'il était aussi cofondateur d'une biotech qui s'appelle TerraNexus. Donc, c'est intéressant aussi, Franck, d'avoir votre perspective en tant que fondateur d'entreprise. Et puis, enfin, Dominique Riquet. Dominique Riquet, vous êtes député européen En Marche. Donc, vous êtes membre du groupe européen qui s'appelle Renew Europe, qui réunit En Marche et d'autres partis qui partagent, disons, à peu près le même agenda politique. Dominique, vous êtes actuellement membre de la commission Recherche-Industrie au sein du Parlement européen. Donc, c'est une commission, évidemment, qui va jouer un rôle sur la révision de ce règlement. Et vous êtes vous-même, à titre professionnel, vous étiez vous-même un médecin de formation, puisque vous êtes chirurgien. Et donc, vous avez aussi une perspective qui là nous intéresse. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tous les panélistes. Et j'aimerais maintenant commencer avec vous, Daniel. Vous allez nous donner un premier élément de réponse sur justement les enjeux autour des maladies rares. Daniel, je vous laisse ouvrir cette première partie de l'événement avant d'ensuite aller vers une discussion avec tous les autres panélistes. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Coop et France Biotech de m'avoir invité à faire cette introduction.
sur un problème extrêmement important qui nous touche tous. Alors, je vais peut-être reprendre quelques définitions de base qui seront évidentes pour la plupart d'entre vous, mais je crois que c'est nécessaire. D'abord, qu'est-ce qu'une maladie rare? Alors, il n'y a pas de définition unique parmi les différents pays de ce qu'est une maladie rare, mais le consensus est qu'une maladie est considérée comme rare parce qu'elle affecte moins de 5 à 6 personnes sur 10 000. Il y a environ 7 000 maladies rares, on en découvre tous les jours. Une majorité, environ 80%, est d'origine génétique et leur nombre ne cesse d'augmenter grâce au progrès du diagnostic et de la génétique. Environ 75% des maladies rares touchent les enfants. On estime, avec l'ensemble de ces données, qu'il y a environ 300 à 350 millions de personnes qui souffrent de ces maladies, environ 4 à 5% de la population mondiale. Et enfin, en France, plus de 3 millions de personnes sont atteintes et cela représente donc un véritable enjeu de santé publique dans notre pays. Alors, l'un des problèmes, et le problème principal pour les patients, c'est que seule une minorité des maladies rares sont aujourd'hui curables. À peine 5% disposent d'un traitement, et encore, le traitement n'est pas toujours un traitement totalement curatif. Et de plus, il y a un retard au diagnostic qui est en moyenne d'environ 4,8 ans, qui représente une caractéristique dommageable supplémentaire provoquant des souffrances et diminuant l'efficacité des traitements parce que les traitements se sont mis en œuvre plus tard. Eh bien entendu, on a du mal à en tirer profit. Alors d'ailleurs, à ce niveau, je dirais qu'il y a une grande importance attachée aujourd'hui à l'intelligence artificielle, à la reconnaissance d'images, qui devrait permettre, nous l'espérons, d'aider à améliorer le diagnostic et réduire l'errance diagnostique. Alors, les médicaments pour les maladies rares sont appelés, sont peut-être pas forcément bien trouvés, médicaments orphelins. Et ces médicaments représentent un domaine de recherche absolument fascinant, mais très complexe, en pleine croissance d'ailleurs, à la conjonction de nombreuses disciplines scientifiques, la chimie, la biologie, la physiologie, la pharmacie, la médecine, mais aussi l'économie et les sciences humaines et sociales. Et le développement de ces thérapies revêt des difficultés spécifiques que je vais énumérer ici. D'abord, la première difficulté, c'est que grâce au progrès des techniques génomiques, comme je l'ai dit, on trouve de plus en plus de maladies rares liées à une mutation monogénique, mais il y a des maladies qui sont liées à plusieurs gènes. Et il y a aussi des variants génétiques, qu'on appelle des variants de signification inconnue. Donc, cette présence de maladies complexes multigéniques et de variants génétiques de signification inconnue rend de plus en plus difficile l'évaluation de la causalité et l'identification des cibles dans certaines maladies. C'est là la première difficulté que je vois dans la recherche sur les maladies rares. Ensuite, un grand nombre de maladies rares présentent des caractères chroniques et dégénératifs. Elles sont progressives, elles peuvent être d'évolution parfois très lente. C'est là la seconde difficulté, parce que cela induit, si vous voulez, une très grande difficulté d'objectiver une amélioration de l'état général ou un ralentissement de l'aggravation de l'état général. Si cette aggravation est très lente, on aura des difficultés à prouver qu'on a effectivement un effet thérapeutique d'amélioration ou de ralentissement de la maladie. Lié à cette difficulté, à ces maladies donc lentes et chroniques, c'est l'obtention de biomarqueurs suffisamment précis. On peut chercher à comparer l'évolution du patient par rapport à ce ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Mais là encore, il y a une difficulté inhérente, c'est que comment obtenir une histoire naturelle lorsqu'on a très très peu de malades? Comment peut-on obtenir des données quantitatives sur une histoire naturelle reproductible avec des biomarqueurs fiables? Et là d'ailleurs, parfois on est amené à utiliser ce qu'on appelle des surrogate markers, en anglais, des biomarqueurs de substitution, parce qu'on n'a pas les biomarqueurs fondamentaux adéquats de la maladie. Donc, il ne faut pas négliger cette troisième difficulté qui conduit à parfois une incapacité à produire des données de morbimortalité et de bien paramétrer l'état du malade par des biomarqueurs adéquats. Et malheureusement, ces choses-là sont nécessaires pour une autorisation de mise sur le marché, pour caractériser le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu. Une quatrième difficulté qui, elle aussi, est liée au petit nombre de patients, c'est que, comme il y a peu de malades à traiter, ça peut rendre hasardeux
pour un industriel, tout retour sur investissement dans le domaine, avec des coûts qui restent très, très élevés, qui sont liés au développement du médicament. Une cinquième difficulté vient du fait que la solution thérapeutique à ces maladies génétiques nécessite parfois la mise en place de thérapies lourdes, de biothérapie génique ou de biothérapie cellulaire, qui sont des biothérapies innovantes, mais qui nécessitent de très gros investissements et de très gros moyens. Et actuellement, on en est à des traitements à 1 million la dose pour certains traitements de thérapie génique, par exemple contre l'amyotrophie spinale infantile, ce qui pose, vous le comprenez bien, de très, très gros problèmes à nos agences de remboursement. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, la sixième difficulté, elle est, je dirais plus spécifiquement française, elle est liée à la réglementation et au remboursement qui font que la France est, dans toute l'Europe de l'Ouest, l'un des pays qui a le plus faible taux de disponibilité sans restriction des médicaments orphelins ciblant des maladies rares à évolution lente, parce qu'on a du mal à faire passer le concept que ces médicaments sont utiles. Et puis, c'est en France que les durées de négociation pour le remboursement sont les plus longues. Alors, face à ces situations, des dispositifs incitatoires sur les médicaments orphelins ont pleinement démontré leur efficacité. Il y a eu une augmentation extraordinaire de la recherche sur les maladies rares et de la découverte de médicaments ces 35 dernières années. Et cela provient d'incitations gouvernementales telles que l'Orphan Drug Act aux États-Unis en 1983 et puis en 2000, la législation européenne sur les médicaments orphelins. L'objectif était d'encourager la recherche dans le domaine des maladies rares grâce à la mise en place d'un système d'incitation. Alors, quelles sont ces incitations? D'abord, 10 ans d'exclusivité de marché, plus 2 ans pour les médicaments ayant une indication pédiatrique, l'assistance des agences au protocole pour le développement et la soumission à l'autorisation de mise sur le marché, l'accès à un système européen centralisé d'autorisation de mise sur le marché, et enfin un système de frais réduits pour les procédures réglementaires. Le bilan, il est très impressionnant. On a mentionné qu'effectivement, avant ce règlement, 8 médicaments disponibles en Europe, ensuite 200 médicaments disponibles aujourd'hui en Europe. Aux États-Unis, c'est encore plus frappant. 40 médicaments approuvés par la Food and Drug Administration en 1983, plus de 400 de nos jours. Donc, un résultat absolument foudroyant. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on peut traiter pratiquement 20 millions de personnes atteintes d'une maladie rare. Voilà. Alors, il y a aussi le fait, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, que c'est aussi les progrès de la génétique, les capacités exponentielles de séquençage qui ont permis d'identifier les gènes et donc d'identifier des cibles moléculaires. Et c'est grâce à l'identification de ces cibles moléculaires que l'on a pu aller très très vite au développement de médicaments, soit par remplacement de gènes, soit par des technologies d'ARN interférence ou de silençage de gènes, soit en synthétisant des protéines manquantes. En tout cas, nous vivons une époque absolument merveilleuse et il y a des occasions à ne pas rater. Il faut continuer cet effort. Il y a des perspectives extraordinaires ouvertes par la génétique au développement de médicaments pour les thérapies géniques. Sans surprise, donc, ces maladies rares ont ouvert la voie à un rythme très rapide à des nouvelles thérapies, ce qu'on appelle la médecine de précision, thérapie révolutionnaire et biothérapie génétique avancée. Donc, les points positifs actuels, c'est l'augmentation du nombre de médicaments orphelins autorisés, un portefeuille de produits en développement très prometteur, plusieurs centaines, l'amélioration de la vitesse d'entrée de médicaments sur le marché et la création d'un écosystème maladies rares. Les points négatifs, c'est qu'il y a encore, comme je l'ai dit, 95% des besoins qui sont non satisfaits, une augmentation des pressions sur les prix des médicaments de plus en plus chers, qui d'ailleurs sont une des causes de la réflexion actuelle européenne sur les médicaments orphelins, et la disponibilité inégale des médicaments orphelins dans les États membres. C'est aussi lié, bien entendu, au coût de ces pathologies. Donc, pour résumer mon propos, d'aujourd'hui, à l'utilisation de thérapies avancées s'ajoutent d'autres spécificités du domaine de la recherche dans les maladies rares, qui d'ailleurs en illustrent la difficulté et l'exigence. Je les rappelle, j'en rajoute d'autres, l'importance des registres transnationaux, des petites cohortes, le manque de contrôle placebo qui nécessite parfois de faire appel à l'histoire naturelle pour caractériser une thérapie, un effet thérapeutique, la possibilité des diagnostics anténatal ou néonatal, la possibilité de développer des thérapies intrafétales, il y a des précédents,
qui se sont produits, des enjeux réglementaires et éthiques et des considérations socio-économiques, et enfin, des problèmes d'intégration sociale et d'adaptation des besoins spécifiques des patients et des familles. Je voudrais surtout dire qu'il ne faut jamais oublier justement le rôle fondateur des organisations de défense des patients pour l'avancée de la recherche sur les maladies rares et le fait que ces maladies spécifiques, mal connues, eh bien, pour ces maladies-là, le patient lui-même représente une source absolument extraordinaire d'informations totalement incontournables. À ce sujet, je me permets d'informer, puisqu'il y a ici des associations, que la Fondation Maladies Rares, que j'ai l'honneur de diriger, développe une activité d'appui scientifique aux associations de patients. Cet appui peut refléter plusieurs aspects: formation à la recherche, aide à la création de votre conseil scientifique, aide à la formulation et au lancement des appels à projets des associations, aide à l'établissement des contrats de recherche, et aussi et surtout gestion et suivi scientifique des projets que ces associations financent pour leur pathologie et qu'ils veulent bien nous confier. Nous avons actuellement une 60aine d'associations de patients que nous aidons à la Fondation Maladies Rares. En conclusion, je voudrais souligner vraiment très fortement et avec conviction la nécessité de maintenir cet investissement dans la recherche et le développement, qui pourra ensuite s'appliquer d'ailleurs, et je pourrais y revenir, à des maladies du plus grand nombre, si j'ai quelques minutes, parce que les maladies rares et les thérapies trouvées sur les maladies rares peuvent s'appliquer au plus grand nombre. Il y a des exemples, et la nécessité absolue de maintenir et même de renforcer les dispositifs incitatoires. Je vous remercie. Merci Daniel pour cette excellente introduction. Je pense que vous avez réussi en quelques minutes à brosser un tableau très clair sur à la fois les enjeux, les difficultés, mais aussi effectivement les succès. Hein, et c'est assez impressionnant, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez noté, de voir comment une législation peut à ce point transformer tout un écosystème et permettre d'accélérer notamment le développement de nombreux traitements. Merci beaucoup pour cette première introduction. Je voulais me tourner maintenant vers Dominique Riquet. Monsieur l'eurodéputé, vous avez donc un rôle évidemment prééminent dans ces débats, des débats qui sont à venir. Pour l'instant, le dossier est encore avec la Commission européenne, mais très rapidement, dans les mois qui viennent, il sera sur les bureaux du Parlement européen. Et je n'en doute pas, vous êtes déjà certainement en train de discuter et d'échanger avec vos collègues sur ce règlement et sur les options qui ont été mises sur la table par la Commission européenne. J'aurais aimé avoir un peu votre perspective sur aussi cette législation et comprendre peut-être ou exposer en tout cas à l'audience comment ce travail de révision législative s'opère au sein du Parlement européen, comment est-ce qu'on travaille sur ce genre de dossier quand on est député au sein d'un groupe, avec les autres groupes et aussi avec les autres, évidemment, les parties prenantes, puisqu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de la table aujourd'hui, de nombreux acteurs. Donc, quel rôle ils peuvent jouer et quels peuvent être les moments d'interaction avec vous sur ces questions-là? Bien, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Effectivement, j'ai une double casquette puisque pendant 40 ans, j'ai exercé à la fois des fonctions de soins et de recherche en médecine, mais je suis maintenant député, je suis un vieux député européen, donc depuis plus de 10 ans maintenant. Ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est une première chose que je voudrais préciser. C'est que les traités qui confient à l'Union un certain nombre de responsabilités n'ont pas confié la santé publique aux bons soins, si je puis dire, de l'Union européenne. Et nous intervenons en fait sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, notamment sur les médicaments, par le biais en fait de leur version industrielle et recherche. Évidemment, quand on parle de la recherche, du développement et de l'industrie, on va toucher à peu près la filière médicamenteuse, mais on n'a pas réellement de capacité d'intervenir légalement sur les options de santé publique. Et ça va concerner le débat qu'on a aujourd'hui parce qu'on va demeurer paralysé sur certains aspects. Alors, alors moi, personnellement, je suis le rapporteur pour mon groupe politique, qui est le groupe Renew, sur actuellement un travail qui est fait, c'est la révision de la stratégie européenne de l'industrie pharmaceutique. Donc, vous imaginez que là, on est sur le sujet général
et qu'ensuite, probablement, et la Commission a commencé son travail de consultation, on reviendra sur des sujets particuliers, dont celui d'ailleurs des maladies orphelines, des maladies rares et de leur traitement. Comment on va fonctionner? Eh bien, en fait, c'est la Commission qui ouvre la consultation, entre guillemets, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les parties prenantes, je dirais, sachantes, c'est-à-dire les représentants de la recherche, les représentants de l'industrie, les représentants des citoyens, des associations, etc., bien, qui s'expriment au moment où il y a un appel à intérêt qui est fait par la Commission. Mais nous n'intervenons pas sur cet appel à intérêt, sauf à faire ce qu'on appelle un rapport d'initiative qui va être transmis à la Commission européenne sur le sujet précis et qui exprime la position majoritaire du Parlement. Ça n'est pas le cas pour les maladies rares et les médicaments, les traitants, parce que, en réalité, ce sujet, pour l'instant, il est juste réémergent après les directives de 2000 et de 2006. Il est probablement aussi soumis à une évolution plus large sur une prise de responsabilité de l'Union européenne sur les politiques de santé en général. Parce que vous le savez, on s'est doté finalement de cette nouvelle compétence et de ce nouveau chapitre. Donc, sur ce sujet-là, qui est un sujet évidemment particulièrement spécifique, mais particulièrement intéressant, donc je remercie M. Sherman parce que je pense qu'il a tout dit sur le sujet, donc ça nous évite d'être redondants. Bon, ce que nous, au niveau politique, parce qu'on a une vision finalement qui est une vision, je dirais, moins large, parce que là, il nous a présenté en fait depuis les problèmes de statistiques générales, de recherche, de développement et de transfert technologique vers l'industrie, puis aussi d'accessibilité, et c'est ça le sujet essentiel, des citoyens concernés. Bon, évidemment, on voit bien que les difficultés de la recherche tiennent au manque de data, c'est-à-dire que finalement, il y a peu de gens concernés, des toutes petites séries, de la difficulté à apprécier sur le plan médical à la fois les parties prenantes des séries et leur évolution avec des marqueurs qui ont été, ça a été très bien dit. Donc, on a aussi donc une difficulté à avoir une appréciation objective de la manière dont les traitements ou l'amélioration sont marquables. Et donc, finalement, l'intérêt du médicament, entre guillemets, ou du traitement. Ceci fait qu'effectivement, on est toujours sur des épisodes qui sont des épisodes à la fois discontinus, sur des petits nombres, avec des difficultés d'appréciation. Ça a été très bien exprimé. Et alors, le problème, et je crois que c'est pour nous quelque chose qui est essentiel, c'est que de ce fait, les procédures administratives, qui sont des procédures de vérification, d'autorisation et de mise sur le marché, ne sont pas adaptées parce qu'elles le sont, ces procédures administratives, elles sont taillées en quelque sorte pour les grandes séries des grandes maladies. On pourrait dire que, dans le fond, plus un sujet est un sujet qui a une très grande incidence en termes de pathologie, plus effectivement les autorisations administratives sont taillées pour ça. C'est-à-dire que quand on parle de diabète de type 2, bon, évidemment, on voit bien que là, on va avoir des autorisations administratives qui sont tout à fait taillées pour ces énormes séries, avec des centaines de millions de patients qui sont concernés. En revanche, quand vous avez des toutes petites séries et que vous appliquez les autorisations administratives en cours, là, c'est long, c'est pas performant. Les vérifications sur les toutes petites séries, effectivement, font qu'on n'avance pas parce qu'on n'est pas dans les critères. Les critères, c'est donnez-nous du nombre, donnez-nous des datas sur la maladie, des datas sur le traitement, des datas sur l'effectivité en termes de recherche-développement, l'effectivité des traitements, leurs résultats, leur intérêt. Et on voit bien que là, on a un problème. D'où d'ailleurs le fait qu'il y a eu un premier intérêt sur les maladies rares en 2000-2006 avec des propositions de règlement qui incitaient en quelque sorte à la recherche, au développement et à la capacité qu'on ait à se pencher sur le sujet et à essayer de développer des produits en leur protégeant la mise sur le marché, en essayant de stimuler, entre guillemets, les agences et les pouvoirs des États membres. Mais là, je pense qu'il va falloir aller plus loin et probablement qu'il va falloir faire du tailor-made, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en place des procédures spécifiques qui, non seulement, au-delà d'une recherche qui a été stimulée, qui est plus productive, qui est aussi beaucoup plus dynamique du fait
Il y a du progrès des biotechnologies, de la biologie moléculaire et de la génomique, bon, évidemment. Donc, il y a aussi là un progrès scientifique. Il faut qu'il y ait un progrès administratif, en quelque sorte, et qu'on puisse se pencher très spécifiquement sur les procédures qui concernent ces maladies. Et puis, je pense qu'après, il y aura un autre problème qui nous intéresse aussi sur le plan politique, qui est l'aspect économique, entre guillemets, c'est la prise en charge de ces traitements, qui sont un élément déterminant, parce que c'est un élément déterminant d'abord pour les patients, parce que si les traitements sont inaccessibles pour des raisons économiques, au-delà des raisons administratives, si la mise sur le marché pose tellement de problèmes, si la prise en charge pose énormément de problèmes, il y a le fait que ces traitements peuvent devenir inatteignables pour des raisons économiques. Donc, il faudra qu'on se penche aussi sur le sujet qui est ce sujet de prise en charge économique. Donc, il faudrait en quelque sorte continuer, et ça sera mon résumé, continuer à stimuler l'intérêt des chercheurs, l'intérêt du monde médical pour étudier ces maladies, les caractériser, chercher des remèdes, pouvoir apprécier l'efficacité de ces remèdes dans des conditions correctes et à partir de là avoir accès à des procédures administratives spécifiques, plus rapides, plus effectives, plus efficaces, qui permettent elles-mêmes de déboucher sur des procédures de prise en charge, du prix du médicament, du prix du traitement, qui sont également spécifiques, car finalement, tout le problème, c'est qu'on applique des procédures générales à des problèmes spécifiques pour lesquels ils ne sont pas adaptés. Voilà. Et puis, je voudrais dire la dernière chose, c'est que un des éléments du progrès, ça a été la possibilité effectivement de prendre des directives européennes, ça a stimulé, c'est le premier chef, ça a été le progrès scientifique dans les différents domaines que l'on a nommés, et puis aussi les initiatives de la société civile. Et là, je m'adresse aux associations qui sont là et qui ont fait énormément, à la fois pour la sensibilisation des pouvoirs publics, des politiques, pour la sensibilisation du monde médical et scientifique, pour la capacité qu'ils avaient aussi à stimuler finalement le financement par le biais de la philanthropie, des dons, etc., tout ce qui a pu être fait à ce sujet, et donc de populariser ce thème-là. Et je pense que ça a été extraordinairement important. Alors, nous sommes en train de travailler, je le disais, sur restructuration de l'industrie pharmaceutique à l'échelle européenne. Et il faut souligner quand même que l'industrie pharmaceutique française, je n'irai pas plus loin, mais si vous désirez qu'on en parle plus tard, on en reparlera, a des problèmes spécifiques quand même, n'est pas toujours dans une forme exceptionnelle, pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer, et ceci a évidemment des conséquences sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà, et je pense, et donc je terminerai comme ça, qu'après ce travail sur la recherche et l'industrie pharmaceutique en général, nous comptons nous pencher spécifiquement, à la suite du travail de la Commission, sur les maladies rares, les traitements, les maladies orphelines. Et j'en profite pour saluer plusieurs de mes collègues, et notamment ma camarade Isa Skoun, qui ont tenu, qui ne sont pas françaises, mais qui ont tenu à assister à ce webinaire aujourd'hui, parce que nous comptons travailler effectivement sur le sujet à l'échelle du Parlement. Voilà, je vous remercie encore de votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Riquet, pour ces quelques mots sur notamment quelques-unes des contraintes, et on y reviendra. Il y a effectivement des contradictions aussi et des difficultés qui sont peut-être, alors est-ce qu'elles sont insurmontables ou pas? Est-ce que l'outil législatif est le bon outil? Ça, effectivement, ça sera intéressant d'en débattre avec vous. Je voulais me tourner maintenant vers Daria. Vous avez mentionné, Monsieur Riquet, que effectivement le progrès scientifique était évidemment clé. Et Daria, vous êtes experte sur ces questions-là, puisque vous-même vous coordonnez des actions conjointes. Donc, en fait, ce sont des programmes de recherche spécialisés sur les maladies rares à l'échelle européenne. Et donc, vous connaissez très, très bien la dynamique sur ces questions de recherche et d'innovation qui sont évidemment fondamentales. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et peut-être, s'il était possible, d'avoir votre point de vue par rapport au règlement. Est-ce que vous pensez que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle a évolué
au niveau de la recherche grâce au règlement, ou est-ce que ce sont deux choses complètement différentes et à séparer? D'un côté, la recherche fondamentale qui évidemment nécessite des financements publics, et puis ensuite le règlement qui serait plutôt des incitations vers le secteur privé. Est-ce que les deux sont connectés ou est-ce que sont complètement déconnectés? Je vous laisse la parole, Daria. Merci Antoine. Alors, je pense qu'il y a deux choses ici. Premièrement, en ce qui concerne effectivement les efforts et les choses qui ont été mises en place, on peut dire que maintenant, depuis 20 ans, il y a quand même pas mal des actions, des programmes qui ont été mis en place au niveau européen, mais aussi au niveau national, avec avec la majorité des pays qui ont aujourd'hui des stratégies nationales pour les maladies rares. Au niveau européen, notamment les programmes effectivement que je coordonne, profitent quelque part de cette structuration de l'effet en fait des efforts qui ont été faits depuis 15 ans pour structurer encore plus loin et créer l'écosystème nécessaire pour la recherche sur les maladies rares. Maintenant qu'on pense à effectivement la réglementation et comment ça se rapporte à la recherche, est-ce que c'est quelque chose qui séparait ou pas? Clairement, on peut imaginer, première chose auquel on pense, OK, réglementation sur médicaments orphelins, donc ça concerne l'industrie, ça concerne le développement du médicament, les autorités réglementaires par rapport aussi au paiement. Mais en réalité, c'est complètement connecté à la recherche, notamment la recherche fondamentale et la recherche translationnelle, parce que, comme a mentionné Daniel, aujourd'hui, on a quand même 95% sur lesquels non seulement il n'y a pas de développement thérapeutique, mais carrément, il n'y a pas de recherche. Aujourd'hui, quand on discute avec des industriels, et effectivement, oui, la réglementation a permis d'augmenter le nombre de développements de thérapies pour les maladies, mais je ne voudrais pas les nommer, mais qu'il y en a quand même beaucoup où on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle le low-hanging fruit, c'est-à-dire là où on avait des données nécessaires, où il y avait au moins les minimums des données sur l'histoire naturelle, sur les mécanismes pathophysiologiques, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer quelque part, et pour moi, cette révision est effectivement incite aussi à revoir l'ensemble quelque part de l'écosystème, parce qu'on doit imaginer que ça doit être une révision d'une forme holistique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que de changement de réglementation, mais aussi des mesures qui sont nécessaires pour accompagner ces changements, et ça notamment en liaison avec la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, l'accompagnement de la recherche translationnelle pour accélérer les développements, les actions qui sont nécessaires aussi par des pouvoirs publics et des financeurs publics pour renforcer la recherche fondamentale et translationnelle, l'accompagnement nécessaire pour la recherche translationnelle, mais aussi les partenariats publics-privés qui, pour moi, vont voir vraiment une autre lumière, une autre vision des choses, parce que tous ces éléments doivent être connectés, parce que sinon, à la fin, de toute façon, l'industriel ne voudra pas aller, et aujourd'hui, on a aussi dans le cadre par exemple, du consortium international de la recherche sur les maladies rares, nous avons aussi des discussions avec des industriels pour identifier mieux quels sont les besoins, quels sont les points bloquants, et beaucoup d'entre eux disent, malheureusement, on ne va pas y aller, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas la base, on n'a pas ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir s'engager dans le développement du médicament, parce qu'il nous manque, disons, des données ou la recherche des qualités qui nous permettra de s'engager pour le développement d'un médicament. Et donc, du coup, voilà, ça combiné bien sûr avec les différentes dispositions qui sont données par la réglementation. Merci Daria pour ces premiers éclairages. Je vois déjà des sujets émerger, notamment sur effectivement cette question, on y reviendra, comment inciter alors à diriger la recherche ou rediriger la recherche vers ces 95% de maladies rares qui, comme vous le disiez aujourd'hui, sont en partie ou voire totalement ignorées peut-être par la recherche académique, peut-être aussi par les industriels. C'est un éclairage qui sera certainement intéressant et sur lequel je pense que aussi Dominique aura sans doute des éléments de réponse. Je souhaitais maintenant me tourner vers Franck. Franck, vous êtes président de France Biotech.
comme on le sait dorénavant. Et vous êtes aussi PDG d'une société que vous avez fondée. Donc, c'est évidemment cette double casquette qui nous intéresse. Également, je souhaitais souligner, puisque je n'ai pas mis, j'ai omis de le dire tout à l'heure, nous avions invité l'Alliance Maladies Rares pour rejoindre évidemment le panel. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Mais Franck, vous avez fait un travail, et je vous en remercie, de questionnement. Vous êtes allé les voir en leur demandant un peu quels seraient les éléments qu'ils souhaiteraient apporter à cette table ronde. Et donc, vous avez fait ce travail de récolte de ces informations. Donc, vous nous aviez parlé de votre double casquette. Vous en avez une triple aujourd'hui. En tout cas, pour un petit temps, puisque vous voulez bien vous faire l'écho aussi de la voix de Alliance Maladies Rares. Mais peut-être, avant d'en arriver là, je voulais vous poser un peu la question sur justement l'écosystème français. Est-ce qu'il est… Dominique a apporté des éléments intéressants et avec peut-être des spécificités françaises. Comment vous situez la France dans cet effort de recherche sur les maladies rares aujourd'hui à l'échelle européenne, vis-à-vis de ses partenaires européens? Merci beaucoup Antoine, et merci pour la pression du coup. Je tiens d'abord à remercier effectivement M. Riquet de son intervention, et effectivement je pense qu'il y a un vrai besoin de renforcer l'écosystème de l'innovation santé en France. On a eu de très belles perspectives hier soir par le président de la République sur le CIS 2021. Avec, alors pas forcément dans le domaine spécifique des maladies rares, mais quoi qu'il en soit dans l'innovation santé, je pense que les mesures qui ont été proposées vont clairement, en tout cas si elles se mettent en œuvre, renverser la table à différents niveaux. Donc je trouve que ça prouve à quel point il était urgent de le faire et que c'était très courageux de sa part. Donc on peut s'en féliciter aujourd'hui. Je voudrais aussi revenir sur effectivement cette révision et je pense en tout cas que compte tenu de la durée d'exercice de ce dispositif, c'était important en tout cas qu'il y ait une réelle analyse du retour de ce dispositif. Et Daria l'a bien dit sur le fait qu'il restait quand même plein de domaines où les besoins n'étaient vraiment pas couverts. Et il faut effectivement qu'on intensifie pour les patients, pour les familles qui aujourd'hui ne disposent pas de solutions sur des maladies rares et en particulier pédiatriques, comme on l'a vu. Donc là-dessus, moi je tiens aussi à saluer les efforts des associations de patients qui aident aussi nos entreprises, même les plus petites, de quelques personnes, les toutes jeunes startups. Donc ça, c'est très important et on a vraiment besoin de vous pour nous aider dans le positionnement, dans la façon d'appréhender la solution qu'on propose pour son développement. Quelques mots donc en France, vous avez environ 700 biotech. On en crée une dizaine par an à peu près, dans tout domaine confondu. Selon les années, on estime entre un quart à peu près qui disposent dans leur portefeuille de produits qui bénéficient d'une désignation orpheline. Donc on voit quand même que c'est un domaine qui est adressé de façon non marginale par les entreprises françaises. Je voudrais rappeler, et pour moi c'est vraiment très important, surtout par rapport à ce qu'a dit Daria, sur le fait que comment on peut faire en sorte que les domaines qui aujourd'hui sont mal couverts dans le domaine des maladies rares et des maladies rares pédiatriques, et que cette révision aille dans ce sens-là. Je pense qu'il faut revenir sur le modèle d'affaires de ces entreprises-là. Donc ces jeunes entreprises, start-up, qui sont souvent issues de la sphère académique française, créées par des cliniciens ou créées par des chercheurs, j'en suis un, donc qui sont déculottés et qui passent dans le monde de la start-up. Et le modèle d'affaires est basé sur pas des métriques classiques de génération de chiffre d'affaires ou d'EBITDA, comme on l'a dans d'autres domaines technologiques, mais sur l'atteinte de jalons créateurs de valeur et une prise de risque par le capital risque. Donc, on s'adresse, nos clients au départ sont des investisseurs et donc il faut les convaincre de la nécessité d'investir dans ce domaine et leur donner de la visibilité, de la prévisibilité sur le chemin de création de valeur qu'on va leur apporter quand on prend ce risque-là d'aller sur ce domaine-là. Ça veut dire que dans cette réflexion sur la révision, il faut absolument prendre en compte cet aspect-là,
pour qu'on favorise effectivement cette prise de risque avec donc la réduction du risque de développement au maximum avec tout un tas de stratégies propres aux maladies rares sur la désignation par exemple d'essais cliniques maladies rares, des fast-track réglementaires qui soient uniformisés au niveau européen. C'est aussi les mécanismes d'incitation. Il est clair que quand les investisseurs font les due diligence de nos entreprises, ils regardent nos interactions avec les autorités réglementaires et en particulier les autorités réglementaires de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'elles ont l'avantage, je dirais, d'apporter des informations qui sont engageantes pour le régulateur et l'évaluateur. Ça veut dire qu'en fait, on a la liste des courses au départ, ce que malheureusement l'Europe ne nous apporte pas aujourd'hui. Donc, ces mécanismes d'incitation qui existent aujourd'hui, il faut vraiment les mettre en perspective de cela, c'est-à-dire comment on rassure les investisseurs privés de revenir sur ce domaine-là, d'y venir de façon beaucoup plus efficiente. Et en pratique, on l'a dit, hein, je pense que c'est très important et Daria l'a mentionné, il y a vraiment eu un effort collectif déjà établi de la recherche au niveau européen sur ces maladies. Je pense qu'il faut vraiment là-dessus continuer à en bénéficier et continuer à avoir cette interaction publique-privée au sens large. C'est-à-dire que je ne suis pas en train que de parler de la relation entre les structures de recherche et les structures privées. Je parle aussi de l'intervention des autorités de santé, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient au niveau européen. Parce que là-dessus, on voit bien que, et Daniel l'a mentionné, sur la collecte de données, sur l'importance justement de la collecte des informations d'histoire naturelle qui peuvent réduire justement ce risque. Et donc tout ça doit permettre, en tout cas dans une relation publique-privée élargie, c'est-à-dire évidemment recherche et développement, mais également intervention de l'évaluateur et du régulateur. Et là, on a vraiment besoin des associations de patients, même si ce sont des maladies qui touchent que quelques personnes dans certains pays. On a vraiment besoin de ce soutien et de cet accompagnement pour faire en sorte, de favoriser le terreau de l'émergence de l'innovation. Ça, je pense qu'on a toutes les choses sont en train de se coordonner là-dessus. On ne le voit pas assez, je trouve, en tout cas, et c'est une façon d'abaisser le risque, c'est tout cet aspect translationnel, c'est-à-dire faire en sorte que les modèles précliniques soient vraiment prédictifs de ce qui va se passer dans le domaine de la clinique et qu'on ait cette translationnalité, y compris de la part de l'évaluateur et du régulateur. On voit trop souvent des domaines où on reste sur de l'évaluation ou de la régulation qui est ancienne et où les modèles précliniques ne sont pas du tout adaptés. Et ça, en fait, c'est un frein au passage de l'innovation entre la préclinique et la clinique. Donc, je pense qu'il faut vraiment favoriser ces tuyaux-là et optimiser les conditions de développement, comme on l'a dit. C'est-à-dire que l'incitation, elle doit aussi permettre de favoriser la vitesse d'exécution, puisque ce que je comprends un petit peu de cette révision, c'est qu'il y a des questions de révision sur la durée d'exclusivité en fonction de la durée de développement. Si vous ne mettez pas en face les conditions de développement qui permettent de les accélérer, ça ne sert à rien de réduire l'exclusivité. Enfin, je pense qu'il faut là-dessus avoir une logique qui est vraiment dans l'incitation pour donner de la lisibilité aux investisseurs sur le fait que quand ils vont mettre plusieurs dizaines de millions d'euros dans ces sociétés pour atteindre un jalon créateur de valeur, ils aient la certitude que ce jalon est bien atteint et qu'on a toutes les conditions pour pouvoir le faire. Je voulais aussi revenir sur la notion de prix. Je crois que la notion de prix n'est pas liée aux mécanismes incitateurs qui ont été proposés. Ils sont liés, je pense, à une position de dominance, il faut le reconnaître. Hein. L'aspect monopolistique favorise des prix qui peuvent être très élevés. Donc ça, il faut favoriser cette concurrence-là, parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas, d'influencer le prix, plutôt que de jouer sur les mécanismes d'incitation. Et là-dessus, je pense que ce qu'a mis la France en place et ce qu'a annoncé hier le président de la République sur les stratégies d'accélération dans le domaine de la bioproduction, puisqu'on sait que la grande majorité des approches dans le domaine des maladies rares, des thérapies des maladies rares, vont être des biomédicaments.
On parlera un peu du repositionnement, parce que je pense qu'il faut aussi de la place pour le repositionnement, parce que ça peut être un atout extrêmement important pour pouvoir donner accès à certains produits aux patients. Mais je reviens sur les aspects de biomédicaments, puisque c'est ceux-là aujourd'hui qui coûtent le plus cher. Donc, toute la stratégie d'accélération de bioproduction qui est enclenchée en France pour pouvoir favoriser à travers l'innovation l'amélioration des rendements, l'abaissement du risque, l'abaissement du coût de production de ces produits-là va aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il faut aussi que cette réflexion sur la révision de cette réglementation se fasse à la lumière de ces évolutions-là et tienne compte des stratégies. On a la chance que la France prenne la présidence de l'Europe début d'année prochaine. Je pense que c'est très important que cette articulation des stratégies d'accélération, que ce soit dans la bioproduction ou l'utilisation de la data en santé, s'implémente également au niveau européen dans une stratégie qui est évidemment communautaire pour faire en sorte que toutes ces stratégies-là bénéficient notamment aux maladies rares. Donc, voilà un petit peu en quelques mots ce que je voulais vous dire. On le voit bien, la place du repositionnement dans le modèle initial peut encore progresser, et on sait très bien qu'il y a eu un certain nombre de médicaments qui ont été repositionnés et qui ont apporté un bénéfice thérapeutique. Je pense qu'il faut aussi là-dessus voir comment on peut accompagner ces aspects-là. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Merci Franck. Peut-être poursuivre par rapport à ce que vous disiez. Donc effectivement, la France va prendre la présidence de l'Union européenne à compter du mois de janvier 2022. Et vous indiquiez qu'effectivement, il y avait eu cette discussion au niveau du CSIS avec un agenda plutôt très encourageant pour tout ce qui est recherche pharmaceutique. On pourra y revenir peut-être un peu plus dans les détails. Dominique, la France présidence de l'Union européenne, c'est un élément évidemment important, c'est rare, c'est pas souvent qu'on a la présidence, ça dure que 6 mois, et on sait que la France a déjà prioritisé le règlement sur les maladies orphelines comme un des dossiers sur lesquels elle souhaite avancer. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un problème fondamental, effectivement, c'est que d'un côté, on a des traités européens qui limitent les compétences en matière notamment d'accès au traitement, et en même temps, il y a ces règlements qui sont en place, et donc on a des velléités d'impacter les questions d'accès via les outils que l'on a, les outils existants que l'on a. On a vu, notamment durant la crise du Covid-19, que finalement, quand il y a une volonté européenne, on arrive à développer des nouveaux instruments et à mettre très rapidement en place des coopérations, notamment ça a été le cas pour l'achat de vaccins à 27, ce qui est une première au niveau européen. Et cet élément-là, ça amène beaucoup de discussions aujourd'hui sur les maladies rares. Est-ce qu'il faudrait aller se diriger vers ce type d'achat groupé au niveau européen? Et est-ce que ça pourrait être une option envisageable, à votre avis, à l'échelle européenne? Oui, alors, première remarque déjà, effectivement, les présidences sont rares, c'est tous les 13 ans et demi, donc ça ne reviendra pas en quelque temps pour la France, donc c'est un élément important. La deuxième remarque, c'est que l'Europe, elle avance à coups de pied dans le derrière, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de crise extrêmement grave, financière, économique ou en l'occurrence sanitaire et pandémique, les gens trouvent que bon, l'Europe, très bien, c'est pas si intéressant que ça, mais enfin, quand on est menacé par un certain nombre de sujets extrêmement prégnants, là, l'Europe revient à l'ordre du jour. Et elle-même, d'ailleurs, les États membres, puisqu'en fait, c'est la lutte éternelle entre ce qu'on appelle la subsidiarité, chaque État membre défend son bout de gras, et puis l'intégration, c'est-à-dire la capacité de mener des politiques à l'échelle européenne. Moi, je répondrai à votre question d'une manière très simple. On parle de quoi? On parle de maladies rares, donc il n'y en a pas beaucoup. Et le principe, c'est que quand il n'y en a pas beaucoup, vous avez intérêt à faire un pot commun. C'est tout à fait clair. C'est à la fois le pot commun sur les datas, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le nombre de cas, la capacité qu'on a de les étudier, les datas qu'on va retirer des études sur les maladies, que ce soit de manière fondamentale, de manière en recherche clinique appliquée, et puis quand on va parler effectivement de recherche thérapeutique, la même chose. Donc, moi, je pense qu'il serait probablement intéressant
d'arriver, si c'est possible, à une centralisation sur les maladies rares, à une centralisation d'un certain nombre de sujets. Alors, toujours en discuter avec beaucoup de précautions, on parle de données de santé, bon, il faut anonymiser tout ça, il faut se mettre de manière très horizontale entre les diverses équipes, les divers pays, et avec des niveaux qui sont des forces de frappe qui sont difficiles, mais on ne m'empêchera pas de penser, moi, vous savez, je suis assez pro-européen quand même, je suis plutôt intégrateur politiquement, de penser que la mise en commun, c'est une force. Quand on parle à la fois de sujets qui sont rares, de moyens qui sont rares, on a intérêt quand même à se regrouper, et c'est aussi une manière, tout à l'heure ça a été évoqué, d'aller voir par exemple nos cousins d'outre-Atlantique pour discuter sur un pied d'égalité. Alors, un petit mot aussi en ce qui concerne, moi j'avais de manière très abusive dit que en France on avait quand même quelques petits problèmes en termes de recherche et d'industrie. Bon, sur les biotech, finalement, la France demeure quand même très, très active. Hein. Les bibliothèques françaises, c'est un tissu très vivant. Bon. Alors, c'est le problème des startups en général, hein, la startup nation, et de la manière dont vous levez, entre guillemets, du financement qui vient en général du marché, parce que vous avez l'espoir que vous allez miser sur l'espoir ce qu'on appelle une innovation de rupture, qui va créer de la valeur. Et le premier sujet, c'est qu'il n'y a pas lieu de différencier les recherches en termes de santé, c'est les biotechnologies, du reste, même s'il y a une vision éthique qui est un peu différente, et particulièrement quand on parle des maladies rares. Parce que là, vous avez un problème, c'est que la notion de création de valeur dans les biotech qui vont travailler là-dessus, elle n'est pas seulement corrélée au fait que vous avez une innovation, une rupture technologique, que vous avez trouvé le truc, ou un truc, mais aussi au fait que votre marché est très étroit. Et donc, on a intérêt aussi à centraliser là-dessus. Et pas seulement à donner effectivement des assurances sur la propriété intellectuelle, sur la rapidité du développement, mais aussi à donner du volume, entre guillemets, très facilement au marché. Et puis alors, moi, surtout, ce qui me semble le plus évident, vu d'ici, vu de Bruxelles, c'est le gros problème français qui a été malheureusement démontré au décours de cette crise, c'est l'articulation entre les biotech et l'industrie. Ce qui a été l'industrialisation, entre guillemets, à partir des biotech, ça a été compliqué parce que ça n'appelle pas de remarques sur les biotech françaises, ça appelle des remarques sur l'industrie française. Pas tout à fait la même chose. C'est notre sentiment vu d'ici, en tout cas. Donc, moi, j'ai écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt parce que vos intervenants, ils apportent évidemment de la nourriture à notre réflexion en tant que, non pas que législateur, parce que là, le sujet, ce n'est pas de légiférer, hein, parce que légiférer, souvent, c'est contrôler. Et là, notre souci, c'est d'aider, c'est de faire en sorte que les instruments s'améliorent, que les process s'améliorent, que ça soit plus rapide, plus effectif, plus efficace, et qu'au total, ça débouche finalement sur des thérapeutiques qui puissent être mises au service des gens qui sont concernés. Bon, voilà, c'est ça le sujet. Donc, l'étape de réflexion maintenant, je pense qu'on va passer d'un sujet général à un sujet particulier, qui est celui des maladies rares, mais je termine mon propos comme ça en disant, je pense que plus le sujet est rare, plus il mérite d'avoir une mise en commun, c'est-à-dire plus il mérite d'y avoir une capacité de regrouper à la fois nos forces et nos données à l'échelle européenne. C'est ça que j'en tirerai comme conclusion. Alors, je vois que Franck, merci Dominique, je vois que Franck a levé sa main et je me permets aussi de préciser que Michel Ozia de l'Alliance Maladies Rares est avec nous dans l'audience. Et donc, Michel, nous serions ravis évidemment d'avoir votre contribution. Si c'est possible, Lars, d'une manière ou d'une autre, d'ajouter Michel. Parfait, merci beaucoup.
Mais permettez-moi d'abord de me tourner vers Franck. Franck, vous vouliez rebondir sur ce point, sur les questions soulevées et les interrogations soulevées par Dominique. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Riquet. Donc, effectivement, mais sur le constat de l'intervention des groupes pharmaceutiques avec les biotech françaises, on y travaille activement, donc rassurez-vous, c'est à l'œuvre. Effectivement, il faut qu'on renforce nos liens. Ce sont nos partenaires privilégiés pour la suite de nos développements et souvent les phases de commercialisation. Donc, c'est extrêmement important, mais sachez qu'on œuvre vraiment là-dessus. Je voudrais juste revenir sur les particularités parce que là-dessus, vous indiquez qu'effectivement, en se regroupant, on peut atteindre effectivement une masse critique qui peut ressembler en tout cas à une population de malades plus classiques. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on conserve quand même cette notion particulière de ces maladies en termes d'évolution. Daniel l'a mentionné sur les particularités aussi. Et donc, ça veut dire particularité dans l'évaluation aussi. Et je voudrais mentionner un travail collectif avec Orphandev et un certain nombre d'industriels, dont des gros industriels qui ont vraiment pignon sur rue dans le domaine de l'Orphan, et France Biotech, sur le fait de revoir les mécanismes d'évaluation et de tenir compte de la particularité et d'avoir des évaluations progressives. Et je pense que ces outils-là, cette révision doit vraiment aussi prendre en compte cela. On l'a vu sur le fait que dans le document de la Commission, il est question de donner un peu plus de cohérence entre une régulation et une évaluation européenne et la dimension nationale. Je pense que là-dessus, il faut absolument qu'on implémente cette notion-là. Et nous, on pense effectivement que compte tenu des particularités de ces maladies, il est très important de tenir compte des délais, de tenir compte de la capacité à recruter, de la capacité à établir les preuves expérimentales et que cette évolution reste particulière et qu'elle implique évidemment les associations de patients dans le mécanisme d'évaluation. Également dans la structuration des données, je pense que ce que je vous disais, c'est-à-dire que tout ce qui est collecte de données, tout ce qui est utilisation de la donnée, il nous semble aussi très important d'impliquer le plus tôt possible le régulateur, que ça ne se fasse pas uniquement au titre de la recherche, mais que ça se fasse aussi au titre de faciliter l'émergence de l'innovation, le développement, l'évaluation et l'enregistrement. Donc pour nous, c'est aussi très important d'impliquer ces parties prenantes dans cette révision. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Franck. Et je me permets de me tourner tout de suite vers Michel Ozias. Merci Michel pour cette belle surprise d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez, Michel, nous donner quelques éléments, puisqu'on a mentionné à plusieurs reprises le rôle des associations de patients. Et donc, les associations de patients, leur rôle vis-à-vis à la fois de l'industrie, mais aussi vis-à-vis de la recherche académique. Quelle est leur place? Quel est leur rôle? Comment voyez-vous leur rôle évoluer, et puis aussi vis-à-vis du monde politique. Est-ce que, par exemple, vous interagissez aussi avec les représentants élus en France, mais aussi à l'échelle européenne? Michel, vous êtes muté. Voilà, oui, oui, j'ai disparu des écrans radar et je reviens à l'instant. Vous voyez, je pense que vous m'entendez, je suppose. Bon, donc oui, je voulais simplement signaler la présence de l'Alliance Maladies Rares. Bon, moi, je suis membre du bureau et du Conseil national et d'autres choses encore au sein de l'Alliance Maladies Rares, comme beaucoup, bien sûr, parce que quand on s'engage, on commence à s'engager et puis on avance au fur et à mesure et c'est très bien aussi. Non, je voulais simplement signaler que l'intérêt marqué de l'Alliance Maladies Rares, évidemment, même s'il n'y a pas eu d'intervention possible de la part de l'Alliance. Voilà. Donc, je ne suis pas prévue comme intervenante du coup. Donc, écoutez, merci de nous donner la parole. Je ne vais pas la refuser, bien entendu. Mais voilà, pour dire que effectivement, bon, tous les chiffres ont été donnés. Voilà, là où on se bat, effectivement, c'est sur les 95% de patients atteints de pathologies rares, effectivement, où il n'y a pas de médicaments, on le sait, où il y a peut-être des médicaments dits de confort et pas forcément de médicaments curatifs, bien entendu. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Alors, effectivement, quand on vous entend les uns les autres, on comprend qu'effectivement, bon, on a entendu en tout cas beaucoup d'interrogations. Donc, c'est très bien de se poser des questions. Je pense que ça nous incite à travailler encore plus fort et encore mieux
et de manière vraiment très collaborative, évidemment, parce qu'il faut avancer là-dessus. Et en même temps, toutes ces interrogations, comment dire, je dirais pas démobilisent, mais en même temps, on se dit comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. On n'a pas les clés, on n'a pas certaines clés. On n'a pas toutes les clés en tout cas. Ce que je voulais dire effectivement, c'est que vous disiez se regrouper, avoir une action très collective. Les maladies sont rares, donc il faut se regrouper, c'est ce qui en ferait la force. Je peux simplement dire comme ça un petit peu à chaud, hein, je n'ai pas réfléchi que ça, puisque c'est un petit peu improvisé mon intervention, mais je pense à un domaine très particulier qui est le domaine de la déficience intellectuelle, où là, effectivement, il y a des syndromes qui sont classifiés maladies rares. Et là, je pense, dans ce cas peut-être très précis, effectivement, que là, il y a vraiment des regroupements relativement faciles à faire. Relativement faciles à faire. D'abord parce que l'ensemble des médicaments pour les déficients intellectuels peuvent bénéficient déjà à des malades atteints de pathologies rares, bien entendu. Mais effectivement, ce qui caractérise les maladies rares, c'est quand même leur spécificité. Mais en même temps, je pense qu'il y a certains domaines où, alors je m'excuse de le dire comme ça peut-être, c'est pas qu'il faut se poser des questions jusqu'à demain matin. Je pense qu'on peut avancer quand même dans certaines voies. Je dis pas que c'est facile, mais dans ce domaine-là, en tout cas, je suis sûre, je suis certaine qu'il y a des dénominateurs communs qui sont très faciles à mettre en place et à observer. Voilà. Après, c'est vrai que l'Alliance Maladies Rares, comme d'autres associations, on manque aussi de données objectives. On a déjà fait des études, des rapports, des publications, mais dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, d'où notre intérêt, effectivement, d'être avec vous au jour d'aujourd'hui et l'intérêt vraiment marqué qu'on a pour ces questions-là, puisque ça fait partie des objectifs, je dirais, répétés des différents plans nationaux maladies rares, effectivement. C'est l'errance diagnostique, ça a été évoqué, etc. Mais c'est aussi comment trouver des traitements pour ces personnes. 5% au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on devrait se dire comme ça, et on se le dit tous, je suppose, mais je vais peut-être le formuler, c'est inacceptable, quelque part. C'est inacceptable. On se dit 5%, c'est rien du tout. Il faut penser aux 95% d'autres malades. Voilà. Donc, une nouvelle fois, maladies rares, c'est vrai, des spécificités, c'est rare. On peut se regrouper. Je ne dis pas que toutes les maladies pourront se regrouper parce qu'elles ont vraiment beaucoup de spécificités. Elles sont très, très diverses. Mais en même temps, je pense qu'il y a des maladies avec des troncs communs possibles et j'en suis persuadée. Exemple, la déficience intellectuelle. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il y a des traitements très curatifs pour tous les déficients intellectuels, il faut le dire, c'est vrai. Ce n'est pas la maladie mentale non plus. Maladie mentale, il n'y a pas forcément de médicaments. La déficience intellectuelle, on peut quand même améliorer quand même la situation de ces personnes, véritablement. Voilà. Juste, je suis désolée, mais je n'ai pas prévu d'intervention, donc je ne peux peut-être pas répondre de manière trop précise. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci. Mais merci beaucoup Michel d'être intervenu comme ça, comme vous l'avez dit, à chaud. Je pense que vous êtes tout à fait dans le… tout à fait, en fait, c'est un sujet qui revient beaucoup, c'est un chiffre qui revient beaucoup, 95%, le problème de toutes ces maladies qui ne sont aujourd'hui pas… justement, pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Alors, j'aimerais revenir justement vers Daniel et Daria. Qu'est-ce qui manque, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la recherche académique, la recherche fondamentale s'oriente mieux vers ces maladies? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est un problème de fléchage des budgets qui ne sont pas dirigés vers ces maladies? Est-ce que c'est qu'on a des manques complets en termes de connaissances scientifiques et donc on n'a pas les instruments, on n'a pas les outils et donc on ne se focus que sur les domaines dans lesquels on a des éléments de réponse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Est-ce que aussi en termes de collaboration, on a les bons instruments et la bonne approche pour travailler sur ces 95%? Oui, alors… D'abord, pour revenir sur les associations de patients, effectivement, les patients sont experts de leur maladie. Et donc, pour tout ce qui est l'établissement de l'histoire naturelle, leur rôle est absolument fondamental. Et puis, ils peuvent nous aider dans le recrutement des cohortes. Là, nous sommes associés à une demande de réseau hospitalo-universitaire et nous avons intégré notre rôle en tant que fondation et d'être un lien avec les associations parce que clairement, elles seront fondamentales pour définir les cliniques, l'outcome, enfin ce qu'on espère de l'essai clinique, et le recrutement dans ces maladies dans lesquelles il y a parfois quasiment un problème de recrutement. Une autre effet, une autre manière dont les associations peuvent nous aider à aller plus vite, eh bien, elles le font déjà, hein, et nous on en est témoins,
c'est par le financement des recherches initiales. Donc, en quelque sorte, établir ce qu'on appelle la preuve de concept. Bien sûr, lorsqu'on va aux médicaments, après, les moyens sont nettement supérieurs et c'est hors de portée des associations, sauf des très, très grosses. Mais en tout cas, pour servir, si vous voulez, de graines de départ et avoir un effet levier en amenant une preuve de concept dans leur maladie, les associations peuvent avoir un rôle absolument primordial de fond d'amorçage, si j'ose dire. Et moi, j'aimerais peut-être émettre une idée, c'est que dans le cadre d'un partenariat public-privé, on pourrait imaginer que l'État abonde. Lorsqu'une association est prête à amorcer un projet de recherche, on pourrait imaginer que des fonds publics soient là pour doubler la somme, pour abonder à cet effort individuel. Alors, les autorités me diront oui, d'accord, mais on paye déjà parce que c'est déduit des impôts, mais malgré tout, je pense que l'État, dans le cadre d'un cadre plutôt volontariste, devrait pouvoir abonder à l'effort des associations. Alors, comment accélérer le processus de recherche en dehors de cet apport associatif? Moi, je dirais d'abord qu'il faudrait essayer d'adapter la réglementation aux maladies ultra rares. Parce que je dirais que la réglementation actuelle, elle est bien, mais comme l'a dit Daria, on a trouvé ce qu'on avait déjà et pour lequel on avait déjà une histoire naturelle, on avait des biomarqueurs, etc. Et maintenant, il faut aller plus loin. Et dans le cas des maladies ultra rares, on n'a peut-être rien de tout ça. Donc, il y a des réflexions qui se font, par exemple des essais cliniques à un seul patient, single patient, essais cliniques patient unique. Et je pense que la réglementation devrait réfléchir et s'adapter de façon à accélérer le développement des médicaments dans des maladies ultra rares, en particulier en réfléchissant à des essais cliniques sur patients uniques. Alors, vous avez parlé de la mise en commun des patients. Bon, je vais laisser la parole, le relais à Daria, parce qu'effectivement, les ERN, les European Research Network, sont une pierre angulaire absolument fondamentale pour rassembler un nombre suffisant de malades et accélérer ce type de développement. Et enfin, moi, je dirais qu'il y a deux autres paramètres. Un partenariat public-privé, j'en ai déjà parlé, mais aussi un financement européen. Donc là, Daria est aux manœuvres pour effectivement nous guider, qu'on soit tous ensemble pour monter au créneau de la Commission pour qu'il y ait une suite à l'EJPRD qui représentait un très bel effort structurant, permettant en particulier la structuration des données au niveau européen, le fait qu'on puisse colliger toutes les données et les rendre faires, c'est-à-dire échangeables entre différents nombres de données. Et puis, il y a un outil qui s'appelle le Club Preuve de Concept qu'on a développé à la Fondation, qui vise à identifier les preuves de concept et à les présenter aux biotech et aux sociétés pharmaceutiques. Et d'ailleurs, Franck Mouton, ta société fait partie de ce club. Et je pense que ça peut être un outil d'accélération, puisque nous faisons un peu le travail d'aider à la maturation, à la réflexion sur les preuves de concept early stage, très précoces, et les rendre acceptables par une prise de risque par le privé. Donc voilà quelques éléments de suggestions que je voulais vous soumettre. Merci Daniel. Je vais me tourner vers Daria. Je vois que Dominique prend de bonnes notes. Donc continuons à partager de bonnes idées. À votre service, Dominique. Oui, merci. Alors, peut-être juste un petit mot concernant de ce que M. Riquier a dit aussi sur question des collaborations et centralisation. Je pense que vraiment, on a quand même, on peut dire au niveau européen, on a avancé énormément en ce qui concerne les niveaux de collaboration que nous avons dans le domaine des maladies rares. Maintenant, moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie différence entre la centralisation et la fédération. Et les modèles européens, contrairement au modèle des États-Unis, par exemple, est plutôt fédéré que centralisé. Parce que nous n'avons pas, notamment en ce qui concerne les données des patients, etc., nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, de point de vue réglementaire aussi, de centraliser, c'est-à-dire de mettre tout dans une seule place, dans un seul endroit pour pouvoir utiliser le données. Ce qui ne veut pas dire que le modèle fédéré ne peut pas fonctionner. Mais effectivement, aujourd'hui, donc, nous avons déjà des ontologies, la connexion, le programme que je coordonne développe la plateforme ce qu'on appelle la plateforme virtuelle des données, des outils et des ressources qui permet de connecter des différentes ressources. On travaille ensemble avec des réseaux européens des références qu'eux, ils ont des registres.
il y a un travail qui s'est fait aussi en connexion avec ce qui s'est fait au niveau national, notamment par exemple en France. Nous avons le Health Data Hub, nous avons des France Cohort, on est en train de construire des bases de données autour des filières maladies rares. Donc tout ça, ça pourrait être connecté après au niveau européen pour pouvoir justement avoir la visibilité sur ces données. Cependant, bien sûr, de point de vue réglementaire, l'accès aux données directes va poser toujours un problème. En tout cas, aujourd'hui, ça, c'est un des gros problèmes qui n'est pas effectivement résolu. C'est-à-dire que comment on peut avoir accès à ces données d'une manière qui ne nécessite pas nécessairement de demander chaque source de la permission. Et par exemple, le travail qui est fait aujourd'hui au niveau européen autour de European Health Data Space va aussi dans cette direction, c'est-à-dire de peut-être avoir un moyen ou, disons, un corps supérieur à la capacité de négocier, entre guillemets, l'accès et aussi donner un mandat de pouvoir interroger les données d'une certaine manière ou créer un espace où on peut interroger des données de manière sécurisée et donc, du coup, rendre les résultats pour accélérer la recherche et le développement du médicament. Donc, je voulais juste mentionner cet aspect-là. Maintenant, en ce qui concerne les 95%, moi, je pense qu'effectivement, le travail avec les patients est central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'avoir des projets de recherche dans lesquels il n'y a pas d'implication des patients. Ce que nous sommes en train de faire, mais c'est, je dirais, un début, même si on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui devrait exister depuis toujours, c'est de financer, en fait, bien sûr, le financement des associations des patients. Je suis d'accord avec Daniel, c'est un amorçage, ça permet aussi d'accélérer la recherche et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de projets de recherche qui ont amené, en fait, du premier financement par association des patients. Mais nous devons aussi ne pas oublier que pour pouvoir faire la recherche autour du besoin des patients, ça veut dire avoir des patients avec nous dans les projets de recherche et donc ça veut dire aussi financer les associations des patients dans le cadre des projets de recherche. Et là encore, il y a la matière disons, à développer parce que nous, en le faisant dans le cadre de EJPRD, mais c'est un budget qui est commun. On a négocié, on travaille aussi avec des agences de financement. C'est vrai qu'il n'y a pas, pour beaucoup aujourd'hui en Europe et notamment en France, il n'y a pas un statut spécifique qui permet qu'une association de patients soit considérée comme un acteur de recherche. Donc, c'est quelque chose qui est aussi problématique. Et finalement, pour revenir sur aussi le sujet qui a été mentionné par Michel concernant, par exemple, comment on peut centraliser si on imagine des maladies rares, il y a effectivement la possibilité, comme a dit aussi Daniel, c'est-à-dire par exemple de se tourner vers des essais cliniques avec des nombres de patients très très limités. Il y a des essais cliniques in silico, bien sûr, aussi qu'on peut envisager. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut aussi regarder les maladies rares d'une perspective différente, notamment moléculaire, à travers des concepts en fait des modèles pathophysiologiques qui sont communs pour les maladies rares, et donc ça permet d'augmenter le nombre des maladies en fait qui ont un modèle pathophysiologique commun, et donc du coup pour lesquels il est plus facile de développer des traitements parce que le nombre de patients est aussi augmenté. Donc tous ces éléments, et bien sûr forcément les financeurs publics sont un acteur incontournable pour lancer des appels à projets qui visent les 95% des maladies sur lesquelles il n'y a pas aujourd'hui des recherches, parce qu'il faut encourager des jeunes générations à commencer à travailler sur ces sujets-là, parce qu'autrement, effectivement, il n'y a pas de recherche sur les maladies rares. Tu parles d'essais groupés, Daria, des essais groupés regroupant plusieurs maladies. Il y a des essais groupés regroupant plusieurs maladies, mais effectivement, mais aussi vraiment étudier des maladies d'une autre perspective, parce qu'après, pour des essais groupés, on peut effectivement voir ça d'une manière différente. Ouais. Merci Daria. Je me tourne vers Dominique, puisque vous avez mentionné Daniel et Daria dans votre réponse à cette question sur comment répondre aux besoins des 95%. Vous avez mentionné qu'effectivement, il y avait différents éléments à revoir. Il y avait les aspects réglementaires, les essais cliniques,
La question que je me pose finalement, c'est est-ce qu'on travaille sur le bon dossier? Le règlement OMP, comme il s'appelle au niveau européen, maladies rares, il ne concerne vraiment que les maladies rares. Mais la mise sur le marché, c'est l'Agence européenne du médicament. Il y a un règlement pour ça. Les essais cliniques, c'est le règlement sur les essais cliniques européens. C'est pareil, il y a une réglementation aussi là. Donc, si on veut travailler sur l'ultra-rare ou inciter à travailler sur l'ultra-rare, est-ce qu'il s'agit vraiment du règlement OMP ou seulement du règlement OMP, ou est-ce que c'est l'ensemble qu'il faut revoir? Dominique, vous nous avez dit que vous travaillez sur la stratégie pharmaceutique. Donc, j'imagine que vous avez ce regard un peu transversal aussi sur les différentes législations qui impactent le secteur. Quel est votre avis? Voilà, je peux vous donner un avis technique de législateur, entre guillemets, hein, qui est assez simple. C'est que vous travaillez sur une directive ou un règlement. Une directive, c'est un cadre transposable, et un règlement, il est transposé au mot près. Vous pouvez modifier dans le cadre d'un texte un certain nombre d'autres textes. Vous pouvez très bien, par référence à des règlements ou des directives existants, les modifier. Okay. Donc, vous n'avez pas un problème qui consiste à dire que vous seriez en quelque sorte, bon, évidemment, il y a des limites, hein, il y a des limites à l'exercice, évidemment, on ne va pas aller s'égarer dans des domaines totalement différents, mais quand vous êtes dans la rédaction d'un texte, si vous estimez, bon, si ce texte modifie un ou des règlements précédents, ça se passe naturellement. Mais si vous voulez intervenir dans des textes qui sont collatéraux, vous le faites. Vous dites simplement qu'à un moment donné, vous allez mettre un article qui dit que pour telle et telle raison, vous modifiez l'article, le règlement machin, article temps, alinéa machin, et dans lequel, voilà, etc., et vous changez le règlement. Donc, en réalité, il est vrai que dans un règlement aussi général que celui sur lequel je rapporte en ce moment, on ne va pas aller vers un champ d'application aussi spécifique que les maladies rares, encore qu'on les ait évoquées. Hein. Bon, on les évoque, mais on ne modifie pas, entre guillemets, la législation ou les textes. En revanche, si on va après sur le sujet en particulier, on peut revenir sur des réglementations différentes ou générales à propos d'eux. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais en tout cas, le titre, entre guillemets, ne vous enferme pas dans un règlement unique qui vous interdirait d'aller toucher à d'autres règlements qui seraient concernés. Voilà. Merci Dominique pour cette intervention. Nous arrivons bientôt à la fin de l'événement. Je voulais offrir à chacun d'entre vous la possibilité, y compris la personne d'Alliance Maladies Rares qui n'est peut-être plus visible, en tout cas dans le panel, mais j'aimerais également lui donner la parole. S'il y avait un point sur lequel vous pensez qu'on pourrait considérablement améliorer les choses ou la situation dans les maladies rares, lequel serait-il? Et pourriez-vous nous expliquer un petit peu? Et donc, j'aimerais vous inviter chacun à donner votre élément de réponse. S'il y avait vraiment un sujet sur lequel il faut absolument travailler, ça serait lequel? Peut-être on peut commencer avec vous, Daniel. Vous êtes muté, Daniel. Daniel, on ne vous entend pas. Oui, voilà, je m'étais mis sur mute. Voilà. J'ai déjà donné mes recommandations, mais s'il y a un dernier point que je voudrais souligner, c'est que les gens soient convaincus que travailler sur les maladies rares, ça aide aussi au traitement des pathologies du plus grand nombre. Et ça, c'est un point qui peut faire considérablement avancer l'opinion que l'on a sur ces maladies. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est finalement l'hypercholestérolémie familiale, qui est une maladie rare. Eh bien, les médicaments qui ont été développés contre l'hypercholestérolémie familiale, qui est d'origine génétique, avec l'identification d'un gène qui s'appelle PCSK9, eh bien, une stratégie ciblée anti-PCSK9, ce qu'on appelle un antisense génétique anti-PCSK9, est capable maintenant de traiter pratiquement tous les hypercholestérolémiques avec une molécule qui avance à toute vitesse avec la société Novartis. Donc voilà, une recherche sur une maladie rare, un médicament ciblé maladie rare, une thérapie pour le plus grand nombre. Deuxième exemple,
Les ARN interférents, c'est des petites molécules qu'on a développées pour les maladies rares, par exemple l'amyloïdose à transthyrétine. Et pour délivrer ces médicaments, il fallait les formuler. Et les formuler avec ce qu'on appelle des petites bulles de graisse, des lipides ionisables. Eh bien, ce sont exactement ces mêmes lipides qu'on a pu transposer pour administrer l'ARN messager pour les vaccins anti-Covid. Et si les vaccins anti-Covid ont pu avancer aussi vite, c'est parce qu'on avait 20 ans de recherche sur les maladies rares avec l'ARN interférence qui avait mis au point les formulations qui étaient adaptables et transposables telles quelles pour les maladies de plus grand nombre. Donc, un des points très importants, c'est que si on est convaincu de ça, on devrait pouvoir renforcer l'aide et la législation favorisant la recherche sur les maladies rares et les médicaments orphelins. Merci Daniel, c'était effectivement un point très important. Daria. Alors, moi, je voulais, s'il y a un point, et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est lié à mon enthousiasme naturel, mais je pense qu'on est vraiment dans un moment clé. Je pense que déjà, donc, cette révision nous a ouvert beaucoup de portes et aussi la présidence française va amener de nouvelles opportunités. Nous sommes en train de commencer aussi des négociations, des discussions sur le futur partenariat ou on peut dire la continuation des EGPRD et donc de futurs partenariats maladies rares sous Horizon Europe. Et je pense que tout ça, c'est vraiment une bonne combinaison de choses qu'on fait en France aussi, notamment les discussions avec XIS, la possibilité de revoir la collaboration publique-privée. Pour moi, l'élément important, où en fait, si on veut vraiment avancer plus rapidement, c'est de revoir et peut-être revoir notre vision des collaborations publiques-privées. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie appétence aussi de l'industrie, des petites, grandes entreprises pour les maladies rares, même si on dit que voilà, c'est difficile. On a renforcé énormément la recherche sur la maladie rare. On a vraiment énormément d'éléments qui se télescopent. Et donc, je pense que c'est vraiment le moment de négocier aussi cette collaboration publique-privée parce que si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau international, mais aussi au niveau européen et notamment avec les recommandations du programme RARE 2030 dernièrement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Et donc, voilà, je suis très impatiente pour voir aussi comment ça va avancer et y participer, bien sûr. Merci Daria. Michel, Franck, Dominique, qui veut prendre la suite? Michel, peut-être? Oui. Voilà, j'étais en train de me reconnecter. Je ne pourrais faire que peut-être juste une petite intervention très générale par rapport à tous ces propos qui sont très techniques et très spécialisés, bien entendu. Et j'ai envie de dire peut-être de manière un peu basique, mais bon, revenir aux bases, parfois, c'est pas inutile. C'est en fait de changer un petit peu les perceptions qu'on a des maladies rares. On dit les maladies rares, elles sont rares forcément, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc pourquoi s'y intéresser, etc. Je pense qu'il y a vraiment un gros effort à faire de communication, d'explicitation là-dessus. Je ne parle pas évidemment de spécialistes comme vous, mais peut-être de manière plus large, pour qu'effectivement on puisse peut-être motiver un peu plus les pouvoirs publics, motiver voilà, les labos, etc. Je pense que les pouvoirs publics, effectivement, ont un rôle essentiel là-dedans. C'est qu'eux aussi, ils doivent booster les choses. Et quand ils le veulent, ils peuvent vraiment bien le faire. Et donc, moi, du coup, je dirais simplement, je lancerai un petit appel au nom de l'Alliance Maladies Rares et dire, effectivement, vous avez mentionné le poids des associations, l'expertise des associations, bien entendu, c'est important. Et on ne peut pas tout faire non plus sans les patients qui sont experts de leur maladie. C'est peut-être de vous dire à vous tous, et on ne sera pas les seuls évidemment, c'est de vous dire, revenez peut-être vers nous, sollicitez-nous peut-être davantage si ça n'est pas suffisamment. Je ne sais pas, hein, je parle avec un peu de prudence quand même. Bien entendu, je sais bien qu'il y a des échanges et qu'il y a des collaborations, mais peut-être renforcer ces collaborations pour que nous, on puisse être boostés aussi. On est boostés, mais nous, il faut qu'on booste les 240 associations que fédère l'Alliance Maladies Rares. C'est pas toujours simple aussi, on est d'accord. Donc, on a mis en place un observatoire des associations, etc. Donc, il faut qu'on fasse les remontées. Mais pour ça, j'allais dire, il faut qu'on soit
je dirais pas motivé, on l'est évidemment puisqu'on est là, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se sente boosté, il faut qu'on se sente encore soutenu, renforcé. Donc, si vous revenez vers nous encore davantage, je dirais peut-être que ce qui est fait, je ne dis pas que rien n'est fait, bien entendu, ça nous aiderait beaucoup et on aimerait qu'il y ait vraiment une réelle association qui soit faite pour qu'on comprenne un peu les tenants, les aboutissants et qu'on puisse aider, nous, en tant que représentants de beaucoup d'associations, qu'on puisse aider du mieux possible, en tout cas. Voilà. C'est juste un souhait que je voulais émettre avec prudence, bien entendu. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais bien entendu. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Merci. Franck et puis Dominique. Merci Antoine. Oui, donc je rejoins ce que vient de dire Michel. Je pense que c'est très important de continuer à sensibiliser les entrepreneurs et les investisseurs à ces problématiques-là pour qu'ils les comprennent mieux, qu'ils comprennent comment on vient sur ces domaines-là et quelles sont les particularités. Donc moi, je suis très, très favorable à ce qu'on continue à cette nécessaire sensibilisation et acculturation. Je pense que dans la révision de ce règlement, on l'a dit, hein, je pense qu'il faut vraiment réfléchir pour rassurer la prise de risque, de faire en sorte que le modèle d'affaires soit le plus efficient possible, même si on se retrouve sur des populations extrêmement rares. Donc, toutes les réflexions qui ont été portées par Daniel, Daria, sur la façon de mettre en place à la fois l'émergence de l'innovation et les tuyaux de développement qui sont les plus optimaux pour pouvoir justement abaisser ce risque. Donc, on le sait dans les modèles d'affaires déficients, hein, ce qu'il faut, c'est pousser en amont et tirer en aval, et au milieu, que le secteur privé fasse son travail. Donc, je dirais que les choses là-dessus, et évidemment, je pense que pour Dominique, l'importance, la nécessité de mettre en cohérence, s'il y a une révision, les efforts que la France va mener avec le CIS 2021 pour que ce soit parfaitement cohérent avec cela, parce que sinon, que les efforts soient vraiment, puisque les efforts sont au niveau français, qu'ils aient une belle répercussion au niveau européen. Voilà. Dominique. Bien. Écoutez, moi, je n'ai pas de recommandations à faire. J'étais là pour écouter. Je vous remercie de m'avoir invité parce que c'était une très belle réunion que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention, que j'ai pris beaucoup de notes, vous l'avez dit, que ça m'a fait progresser et que dans le fond, puisque d'une certaine façon, je suis chargé de vous représenter, je le fasse mieux en fonction des éclaircissements et des sensibilisations que vous avez soulignées. C'était vraiment une réunion très intéressante parce que souvent, les députés européens viennent exprimer leur point de vue, entre guillemets, dans des réunions, voire défendre des positions partisanes. C'est plus rare qu'il y ait une fonction pédagogique forte. Je pense que je serai appliqué dans les prochains textes qui vont arriver sur le sujet, puisque c'est un sujet qui me retient, là, la recherche fondamentale en médecine et en pharmacie. Et donc, voilà, moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et j'espère et je pense que vous m'avez un peu amélioré. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Riquet. Merci à tous. Un dernier rapide mot de ma part. Je voulais vraiment vous remercier tous d'avoir pris le temps de rejoindre cette réunion. Je crois qu'on a eu un débat, des discussions très intéressantes. Moi aussi, j'ai des pages de notes que je vais m'appliquer à bien retranscrire. Merci à France Biotech, merci à UCOP. C'est vraiment essentiel d'avoir pu organiser ce débat-là. Comme on l'a dit au début, peu d'acteurs français se sont mobilisés sur la révision du règlement et c'était essentiel de se mobiliser. Hein, tout le monde a sa voix au chapitre. Les sujets européens sont des sujets non bruxellois, non pas seulement bruxellois, mais bien européens. Donc, à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. La consultation est encore ouverte jusqu'au 30 juillet. Donc, on va vous faire suivre le lien. Si vous êtes intéressé, évidemment, d'apporter une contribution, une réponse, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je pense qu'on peut conclure l'événement et merci à tous. Une excellente après-midi.